Ainsi, les Templiers allaient connaître un sort extrêmement funeste. Philippe le Bel voulait absolument leur destruction et leur extorquer des aveux. L'enfer va s'ouvrir sous leurs pieds. Pendant des mois, voire des années, les Templiers vont être détenus dans des conditions infâmes et vont être torturés par le fer et par le feu, afin que Philippe le Bel obtienne ce qu'il veut, des aveux de leur homosexualité et de leur hérésie. Ici, dans ce château de Gisors qui est derrière moi, ici, ont été retenus Jacques de Molay, Geoffroy de Charnay, le précepteur de Normandie, ainsi que quelques grands dignitaires du Temple. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la fin funeste des Templiers, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Baillant Taillefer, forgeron médiéviste, historien céseur ou le contraire. Alors comme d'habitude, si vous ne vous êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à déposer des commentaires, à liker et à partager cette vidéo. La dernière fois, nous avons donc vu que Philippe le Bel avait réussi à faire arrêter tous les Templiers de France le vendredi 13 octobre 1307 vers les 8 h du matin. L'arrestation a été un grand succès. Nul n'était préparé à cela. Quasiment personne n'a pu s'échapper et tous ont été pris. Alors évidemment, cette arrestation s'est faite sans l'aval du pape. Philippe le Bel l'a pris de court. Mais ce n'est pas grave, Clément V est très influençable et il est redevable pour Philippe le Bel, qui n'est d'ailleurs pas quelqu'un à prendre à la légère. Alors quelques semaines plus tard, Clément V va publier une bulle où il décrète que l'arrestation des Templiers était justifiée et que Philippe le Bel n'a donc pas agi en dehors de ses prérogatives de roi de France et de gardien de ses sujets. À présent, il lui faut donc des aveux des dignitaires du Temple, Jacques de Molay, le grand maître, les autres commandeurs, les précepteurs et tout ce qui fait la tête des Templiers en France et en Europe. Il va également s'arranger pour avoir des aveux de l'ensemble des frères. Alors pour cela, il va charger 2 personnes d'organiser cette inquisition, ce qu'au Moyen-Âge on appelle la question. Il s'agit de son âme damnée, Guillaume de Nogaret, et de Guillaume de Paris. Guillaume de Paris, c'est un frère prêcheur, c'est son confesseur personnel et un inquisiteur. Et il sait qu'il peut avoir complètement confiance en ces 2 hommes. Alors il faut revenir un peu sur le personnage de Guillaume de Nogaret. Guillaume de Nogaret, c'est celui que nous avons vu déjà agir en tant qu'envoyé de Philippe le Bel contre Boniface VIII, avec la fin funeste que l'on connaît pour ce dernier. Guillaume de Nogaret, c'est un juriste du Sud. Il est né à Saint-Félix de Lauragais, pas très loin de Toulouse, en 1260, et va trouver la mort le 11 avril 1313, très peu de temps avant la fin de l'ordre du Temple. C'est donc un juriste, un clerc, et très tôt, vers 1300, il va être intégré à l'hôtel du roi, ou à son conseil. Il va donc être l'un de ses grands fonctionnaires. Très tôt, Philippe le Bel va lui faire confiance, en lui donnant des missions assez importantes et relativement compliquées. L'une d'entre elles, c'est l'arrestation de Bernard Cessé. Bernard Cessé, c'est l'évêque de Pamiers qui, un temps, a cherché à monter les comtes de Comminges et de Foix contre le pouvoir du roi de France. Alors que, étant évêque, il dépend entièrement de la juridiction du pape, Philippe le Bel ne s'embête pas avec ce genre de questions. Il envoie Guillaume de Nogaret faire mettre sous séquestre tous ses biens et l'arrêter pour l'emmener à Paris pour le faire juger. Alors évidemment, Boniface VIII ne va pas laisser les choses ainsi et il va tenter de sauver son évêque, ou du moins de faire reconnaître ses prérogatives de justice, avec les suites que l'on connaît avec la fameuse affaire d'Anagni. Guillaume de Nogaret, c'est donc l'âme damnée de Philippe le Bel. C'est son meilleur élément. C'est un homme retors, hypocrite, peu de scrupules, qui est prêt à tout pour parvenir à ses fins. En l'occurrence ici, l'extorsion des aveux des Templiers. Il use de manipulation, de fausses promesses, de la terreur. Il est en quelque sorte un précurseur de ce que le XXe siècle va donner de pires éléments, comme les commissaires politiques sous l'URSS bolchevique ou les agents de la Gestapo et du SD sous le Troisième Reich. Guillaume de Nogaret, c'est déjà ça. Quelqu'un qui instille la terreur et la manipulation. Alors, il va charger ses agents d'extorquer des aveux aux Templiers par le fer et par le feu.
c'est-à-dire par la torture. Il va d'abord s'en prendre aux 140 templiers et dignitaires qui ont été pris à Paris même, dont Jacques de Molay. Alors évidemment, face à la torture, face aux conditions de détention dans des cachots infâmes, avec le froid, l'humidité, la vermine, les rats, la menace de mort et de souffrance infinie, beaucoup vont craquer. Les plus faibles, les plus influençables, les plus vieux, les plus fragiles. Seuls quelques templiers vont résister à cette contrainte immorale. Guillaume de Nogaret arrive à ses fins. Il peut présenter à son maître, Philippe le Bel, les aveux des templiers pour les crimes d'hérésie, donc l'adoration du fameux Baphomet, l'abjuration de la foi chrétienne, le blasphème, et également ce qu'on appelle le crime de sodomie, c'est-à-dire l'homosexualité, qui est, je le rappelle, complètement interdite à cette époque par l'Église catholique. De même, pour faire passer la pilule auprès du peuple, Guillaume de Nogaret va faire assaut d'ingénierie mentale, de manipulation, pour faire accepter au peuple l'emprise de Philippe le Bel sur l'ordre du Temple. Alors évidemment, c'était relativement simple. Comme on l'a déjà vu, le peuple de Paris, le peuple des provinces, était extrêmement exaspéré par l'orgueil des Templiers, par leur richesse, par leur puissance, par la beauté de leurs armes et par leur attitude orgueilleuse. Alors évidemment, à l'époque, il traînait déjà des rumeurs d'espèces de messes noires, de sombres offices dédiés au diable ou à d'autres entités. De même que le petit peuple soufflait que les frères avaient entre eux d'autres liens que la simple amitié entre chrétiens. Évidemment, les aveux sont déjà écrits et rédigés par les frères prêcheurs de l'Inquisition, qui mènent la question, qui posent les questions et qui extorquent les aveux aux Templiers qui sont soumis à la torture par les maîtres des basses œuvres. Ayant rassemblé tous ces aveux, Philippe le Bel en fait part à Clément V, qui a alors sa résidence à Poitiers. Mais Clément V ne peut simplement se résoudre à faire confiance à Philippe le Bel. Il lui faut une contre-expertise. Alors, il demande à ce qu'on amène 72 Templiers. Ceux-ci, menacés déjà par les agents du roi, et malgré les promesses du pape, réitèrent leurs aveux, leurs confessions abominables sur les rites diaboliques et l'homosexualité qui règne dans l'ordre du Temple. Alors le pape s'interroge, que faire? Le pape, qui a besoin d'une contre-expertise, va demander à Philippe de venir lui rendre visite pour qu'il expose lui-même ses arguments. Alors Philippe le Bel, avec un certain nombre de ses soldats, arrive à Poitiers. Il fait encercler la ville par son armée. Et il discute avec le pape, montrant néanmoins une attitude d'humilité en embrassant les pieds du pape. Il n'en demeure pas moins ferme et résolu. Pour lui, l'affaire est faite. Les Templiers sont coupables. Il n'est pas question que le pape interfère dans cette question. Même si l'enquête et le droit canon fait en sorte que c'est à lui de prendre la seule décision. À un moment, le pape veut sortir de la ville de Poitiers parce qu'il ne se sent plus en sécurité avec l'afflux des soldats de Philippe le Bel. Et lorsqu'il se présente à la porte de la ville, on lui interdit simplement de sortir. Clément V comprend qu'il est complètement prisonnier et inféodé à Philippe le Bel. Quelque temps après, en mars 1308, il s'enfuira carrément de Poitiers avec sa suite et il s'installera à Avignon. Avignon qui est sur la rive gauche du Rhône. Et je le rappelle donc, non plus en France capétienne, mais en terre d'empire. Là, le pape peut espérer être à l'abri des séides et du pouvoir de Philippe le Bel. En attendant, Clément V obtient de Philippe le Bel une contre-expertise et il veut entendre lui-même les hauts dignitaires de l'ordre du Temple. Philippe le Bel accède à sa requête et lui envoie donc Jacques de Molay, le grand maître, avec ses principaux commandeurs et précepteurs. Alors, comment Jacques de Molay va-t-il réagir en présence des envoyés du pape? C'est ce que vous saurez la prochaine fois en suivant cette série de vidéos consacrée au règne de Philippe le Bel et à la destitution et à l'anéantissement de l'ordre du Temple. Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner, poser des commentaires et liker. N'oubliez pas que j'ai toujours besoin de vous pour faire avancer la chaîne. Sur ce, portez-vous bien. A bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur la Seconde Guerre mondiale. Et n'oubliez pas, l'histoire, c'est toi qui l'as fait.